I was, it was yesterday. Yes. And I hope you will interact, you will enjoy this presentation. Honestly, when Professor Luna started working with organizers on this project, these computer editions, and I was confused because it's about ethics, transparency, and not around AI. We are making from AI something. I hope it will not be like fiction, because AI should be a tool, not more. AI is a kind, and you may know much better than me, it's kind of thinking 1,000,000 times the same time. That's only ce que nous appelons une intelligence collective. Si vous demandez à deux personnes, par exemple, de répondre à une question, vous aurez peut-être deux avis différents de réponses. Si vous demandez à 100, vous aurez 100. Si vous demandez à 1 million et vous combinez de manière très rapide, la machine le fait. Pas plus que ça. Le problème que, personnellement, et ça ne m'engage que moi, en tant que chercheur à l'université de France, pourquoi on s'éloigne de beaucoup de choses? Aujourd'hui, on parle de l'IA partout dans le monde. Et la recommandation de l'UNESCO, il y a des comités d'éthique, on fait partie au niveau de l'ALEXO. L'ALEXO, c'est la Ligue arabe, voilà, sciences, culture, etc. L'ICESCO aussi, l'UNESCO. Et puis, aujourd'hui, c'est les objectifs de développement durable et le pacte 7 des Nations Unies qui encourage la coopération dans le domaine de numérique, l'innovation. Et puis, l'IA est arrivée. Je ne vais pas dire est arrivée parce que quand vous regardez l'historique, ça date depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, elle a été amplifiée à cause des logiciels et des applications. Et nous sommes dans l'IA générative aujourd'hui qui, franchement, si vous regardez tout ce que nous faisons, en grande partie, on s'entraide avec ces outils. Mais après, c'est l'humain qui contrôle. Parce que après, si vous ne contrôlez pas ce genre de choses, pourquoi j'ai dit on s'écarte un peu du but? Parce qu'on oublie quelque chose de fondamental. On est au sein d'une institution d'éducation publique ou tout autre institut. Et notre premier rôle aujourd'hui est de faire de la formation et de la recherche. Et peut-être de la formation par la recherche. Et d'abord, on a besoin de contenu. Et ces contenus, on les fabrique. Ce knowledge, ce savoir, on le produit. Mais comment on va le produire? Parce que quand on parle de l'éthique, on va aborder un certain nombre de choses. Et je n'ai pas eu de retour sur une question cruciale de mon collègue qui vous a demandé quelle est la différence entre l'éthique et l'intégrité scientifique. Ça, c'est vraiment fondamental. Parce que c'est deux aspects. Et si on arrive à résoudre cette équation, je pense qu'on va être vraiment loin de tomber dans des erreurs ou des délits. Alors, pourquoi j'ai dit on s'écarte tout? Parce qu'on devrait parler de contenu, que ce soit pour la formation ou pour la recherche, ou dans le domaine de la recherche scientifique, mais on va parler qui permet à l'IA de se ressourcer. Est-ce que vous avez pensé un jour, quand vous allez demander à une application de vous poser la question et vous prépare quelque chose, il vous donne du contenu et vous ne savez même pas à qui appartient ces contenus. Elle va vous donner des sources. Est-ce que vous allez fouiller les 120 000 ressources dont elle a produit et dont elle a généré ces ressources? Pour moi, la question cruciale, et ce sont les droits d'auteur. Et je vais m'attarder pour ça parce que ça tombe bien en fait. On dit, je m'écarte du but du sujet, mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire un droit d'auteur? J'ai produit cette bouteille, la société mère, j'ai déposé un brevet, patente, et j'ai le droit de faire quoi avec? Et en tant qu'usager, quel est votre droit? Est-ce que vous pouvez enlever l'étiquette, mettre votre étiquette et la porter à autre chose, ou vous n'êtes pas autorisé?
La grande question aujourd'hui, d'abord, on va parler dans cette présentation de ce qu'on appelle les droits d'auteur, ou plutôt, on va s'attarder parce que quand je dis droit d'auteur, c'est quelque chose qui est fermé. C'est ce qu'on appelle le copyright in English. But we will move to what we call open licenses. Est-ce que vous connaissez les licences ouvertes? On va y arriver, parce que ce sont des jeunes doctorants qui sont exposés aujourd'hui à un phénomène global qui nous dépasse tous, qui s'appelle Open Science, la science ouverte. Et la science ouverte englobe tous ces aspects. Beaucoup parmi nous aujourd'hui lancent la question cruciale au niveau des universités, nos universités, de son doctorat, du CED. Est-ce qu'on accepte ou pas une publication dans l'open access? Mais ces publications qui sont dans l'open access portent un petit logo qui est là. Et ça a beaucoup de signification. Vous voyez, il est là. Mais il y a beaucoup de formes de ce petit logo. Et ce petit logo, il va vous alléger, il va vous enlever la responsabilité de beaucoup de choses. Parce que ce logo qui est là, il y a 6 autres qui sont différents. Et quand vous prenez l'article, est-ce que vous regardez vraiment ce que veut dire le logo? Vous scannez et vous allez chercher sur Internet et vous allez voir que ça vous permet de faire des choses, mais pas de choses. Parce que le petit logo qui est là, c'est des droits d'auteur. C'est forcément des droits d'auteur, mais ce sont des droits d'auteur flexibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire ça, mais pas ça. Au lieu d'être fermé, ça veut dire, on parle de la science ouverte, la science ouverte, on l'approche, on dit la science qui n'est pas partagée, c'est une science qui est inerte, elle va mourir. Donc aujourd'hui, on parle des contenus, pas numériques nécessairement, de tout contenu, de toute production, ça peut être tout objet, mais comment il est partagé avec les autres. Donc on va, d'abord, excusez-moi, vous pouvez juste scanner la présentation et la télécharger rapidement. Elle est au format PDF, elle est dans le Drive. J'espère que ça va marcher, sinon je changerai le code. Ça marche? Oui, ça marche. Bah, vous vous connectez sur votre Drive et puis vous l'avez. Il est en PDF, au risque d'aller vite. Ou vous partagez avec les participants, il n'y a pas de souci. Je l'adore. Vous l'avez. Ouais, d'accord, super. Ok. C'est bon? En principe, il devrait télécharger. D'accord, très bien. Ah, ok, d'accord, nice. Très bien. Alors, d'accord. Pour encadrer ce travail, donc nous travaillons, c'est une équipe de l'université Khadr, mais il y a aussi l'université Khadr, si c'est la deuxième fois ça m'arrive. C'est une équipe de l'université Mohamed. Bon, il y a des collègues de l'ENSA, il y a des collègues de la faculté d'édition, de la faculté des aussi. Il y a aussi des collègues d'autres universités marocaines, comme Chouaib Kadi, l'université Al-Malsadi, Hassan de Kazan, et je laisserai Khadr Dialkha, comme si je la connais pas beaucoup. Et donc, nous avons 5 partenaires au Maroc et nous avons aussi 5 partenaires au Nord. Donc, on a en Italie l'Unimed, on a en Espagne l'Université internationale de La Rioja, nous avons aussi parmi nous l'Université de Genève, l'UNIGE, et nous avons aussi l'Université de Nantes et l'Université de Sousse en Tunisie. Voilà, donc on a des relais et des. Donc, ça, c'est le projet de la chaire. La chaire a été créée, c'est une chaire ICESCO, c'est une chaire ICESCO qui a été créée au Maroc. Je ne veux pas dire que c'est pour le Maroc, mais c'est à l'université Mohamed Khamis, mais elle travaille avec tout le réseau, toute
les autres universités, c'est vraiment un réseau et on fait énormément d'activités. Alors, je reviens sur ce réseau. Après, juste le mois de juin dernier, on a créé un nouveau réseau. C'est très important de vous dire ça en tant que jeune doctorant. Pourquoi? Parce que quand on est à l'université, on ne cherche pas uniquement à soutenir une thèse ou publier des articles ou un index, je ne sais pas quoi, un Web of Science, peu importe, open ou pas open. Mais qu'est-ce que vous allez apporter au monde? Quelle est la plus-value de ce que vous êtes en train de faire? Parce que nous, c'est fini. On est vers le départ. Je dis c'est fini, on est vers la sortie. Vous êtes à l'entrée. Non, n'essayez pas de me convaincre. Je sais ce que je dis. La période de production, je pense, vraiment, elle est entre, je vais dire, 30 à 60. Et après, on devient plus sage. On ne finit pas, on prend de la valeur. On commence à encadrer, on commence à orienter, on encadre dès l'âge, je dirais, de 30-35 ans. Mais après, il faut que les jeunes aussi poussent plus ce qui a été fait. C'est pour ça que j'ai dit, ne pas vous dire ce que le Maroc a, ça serait un crime. Parce qu'il faut absolument savoir qu'il y a énormément de choses. Au-delà de ça, aujourd'hui, j'imagine, je m'excuse parce que je n'étais pas là hier. J'étais en déplacement donc je n'avais même pas la tête avec moi, je voilà. Très bien. Et comme par hasard, ça c'est la présentation, j'aurais aimé aussi vous parler de ce que le Maroc a fait dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez combien de masters en IA existent? Ce sont des données importantes. Il y a des présentations qui ont été présentées au Parlement, juste par longtemps. Il y a des masters, il y a des bac plus 3, il y a des doctorats. Il y a 172 thèses en 2024 de bourses de moniteurs docteurs qui sont financées dans le cadre de l'excellence. Donc une partie, ils s'envolent pour la formation par alternance avec des contrats d'entreprise. Il faut savoir ce genre de choses. Il y a la présentation que j'ai fait à 10 pages, qui a été présentée par monsieur le ministre. Elle est là, alors je croyais que j'étais connecté. Et il y a aussi énormément d'opportunités. En tant que jeune étudiant, récemment, il y avait des offres de bourse avec la France. On parle de 4 millions d'euros. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est pour vous, c'est pas pour nous, c'est pour les étudiants. Il faut saisir ces occasions. Les sujets autour de l'IA, de l'éthique, ça part comme des petits pains, comme on dit. C'est juste vous dire, le 10 juin, je pense, ça va être le retour de la réponse surprise. Voilà. Juste dire que nous travaillons en réseau, Dieu merci, parce que dans la thématique sur l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres, la science ouverte aussi, on n'est pas seul. Le Maroc fait partie d'un réseau de 15 chaires et dans 15 pays. Le réseau, il est devant. Donc ce contrat, il est allé sur 4 années, enfin, c'est un nouveau projet, et dans l'université Mohamed V est partenaire. Ça, c'est très bien. Et bien évidemment, la chaire, elle est juste localisée à l'université aussi. Et cette chaire collabore entre, il y a 10 partenaires, y compris notre université, bien évidemment. Alors, je vais revenir au vif du sujet. Donc, on va essayer de parler des licences ouvertes. Et je m'excuse pour les écoles, pour les participants qui ont déjà pris part à des masterclass. On organise dans la chaire, on organise des masterclass. Et je vois qu'il y a des étudiants, doctorants qui étaient dans ces masterclass. Et donc, dans ces masterclass, c'est en fait tous les 2-3 mois dans une université. L'université Mohamed Sandini a été avril dernier, avant c'était Marrakech, Jdida, Angers, etc. La prochaine, ça va être à l'université Hassan II. C'est pour les doctorants de l'université. Donc, dans ces masterclass, l'IA est fort présente, l'éthique est fort présente. Les licences sont... Voilà, c'est un lot de 7 modules, c'est comme des masterclass, c'est des cours intensifs avec beaucoup d'interactivité. Et il y a pour chaque module 2 intervenants, un marocain et un de l'étranger. Et donc, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est certifiant et accessible, il suffit de s'inscrire. Donc, c'est le son. La prochaine étape, c'est l'université Hassan II à Casablanca, septembre. Voilà. Après, c'est l'université, c'est un
les 12 universités. Voilà. Et donc ça tourne autour de ce genre de choses. C'est pour le doctorat. Mais on fait aussi, ce réseau, fait aussi un projet pour les professeurs d'université. 600 enseignants, chercheurs nouvellement recrutés, et le projet s'appelle Récompense, renforcement. Ça, c'est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La première cohorte a été déjà certifiée et la cérémonie a eu lieu le 25 avril au siège de l'ICESCO, en présence officielle du ministère de l'ICESCO, et bien évidemment 120 participants dans la première et 120 deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à couvrir les enseignants. Et j'espère que ça va continuer parce que comme ça, quand on lance, c'est 14 modules, c'est 4 mois de formation, c'est beaucoup d'évaluation, c'est beaucoup de choses. Voilà, je résume c'est des grands projets que je résume rapidement vu le temps. Je vais introduire rapidement, donc le premier point va être les licences ouvertes. Après, c'est les ressources éducatives, ce qu'on appelle Open Educational Resources. C'est quoi? Et je vais basculer vers la dernière nouveauté, et ça date depuis, on en parle de Digital Public Goods depuis novembre dernier. Depuis Dubaï, de ce qu'on a appelé la déclaration de Dubaï de l'UNESCO en 2024. Alors, avant ça, il y avait la déclaration de l'UNESCO de 2019, et avant ça, il y avait la déclaration de Paris 2012, et vous voyez comment le temps se rétrécit parce que l'IA est arrivée et a changé toutes les données. Elle nous dit, voilà, elle rattrape le temps rapidement pour dire, faites attention à ce que vous faites, parce que l'IA va chercher partout et ne calcule pas. Mais vous, en tant qu'usager, vous serez tombé rapidement dans un délit parce qu'elle ne va pas chercher dans les sources qui sont ouvertes. Elle va chercher partout et vous fournit. Alors, la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA impose aux producteurs d'IA en machine de n'aller chercher que dans ce qui est en open access. Et ça, c'est pas possible. Devant la masse d'informations qui est gérée, ça, c'est presque pas possible. Donc, qui produit de l'open, de l'IA open, qui se ressource de l'open. On verra que ce n'est pas une application, ce n'est pas quelque chose de facile. Elle va encore diminuer son réseau de neurones pour chercher et ramener des choses. Voilà. Donc, et puis on termine rapidement avec les considérations. Bien sûr, ça c'est le type de module qui est dispensé dans le projet Récompense, c'est le même qui est dispensé dans le projet Masterclass pour les doctorants. On a un projet pour les doctorants et un autre projet pour l'université, et on continue. Donc on introduit aussi dans la leçon 3 ce qu'on appelle la science ouverte, par la grande porte. On parle de tous les logiciels, comment créer son théorie, etc., ce que c'est que l'open access, comme vous l'avez soulevé. Parce que la science ouverte, en fait, l'open access, based on two things. Open access and open data. Si on a les deux, si on combine les deux, on arrive à la science ouverte, automatiquement. Et sans les deux, on ne peut pas avoir cette science ouverte, qui inclut, par contre, les Open Educational Resources. La science ouverte, c'est vraiment le plus global. Enfin, voilà. J'ai dit tout à l'heure, désolé pour ceux qui connaissent ça, est-ce que vous connaissez ce symbole-là? Dites-moi oui ou non rapidement, bien sûr. Oui, non, d'accord, ok. Si je dis non, on doit faire des ateliers plus tard. Oui, d'accord. Ah d'accord, c'est vrai. Alors ça veut dire c'est quelque chose qui est publié sous droit d'auteur. Et vous n'avez pas le droit, autre que regarder, vous allez voir, et ça s'arrête là. You are not allowed to download, upload, copy, or nothing. You can do nothing. You can just look. That's the maximum. Exactement. Et deux. Si vous créez un rapport, une présentation, un mémoire, une thèse, un article, n'importe quoi, un poème, n'importe quoi, une peinture, vous n'avez pas besoin, et vous la mettez sur Internet, vous n'avez pas besoin de mettre ce logo. C'est automatiquement coopéré, c'est automatiquement protégé par les droits d'auteur. Internet crée ces droits d'auteur, générés de manière automatique, il ne vous met pas le CV.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire Internet, il nous ouvre la grande porte, mais en même temps, il nous met la corde autour du cou. Faites attention à ce qu'on fait, parce que, moi j'ai vu, quand j'ai commencé en 95 d'enseignement à Marrakech, on téléchargeait tout, et on faisait tout pour donner aux étudiants, on leur dit, ah, tant pis, vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. C'est très dangereux. Sur une petite photo prise par votre téléphone, si vous la postez et quelqu'un la prend, vous pouvez faire fortune. Il n'a pas le droit de l'utiliser. Autre que regarder, il n'a pas le droit. C'est juste, c'est petit, mais c'est très important. Alors, automatiquement, your work is automatically protected under copyright. You need nothing. C'est automatiquement protégé par les droits d'auteur. C'est très important. Alors, vous avez la présentation. Dans la présentation, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'explications. Je vous laisse le soin de faire, sinon on va rester ici jusqu'à midi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Et ça, ce sont des lois qui sont à travers le monde. C'est des conventions, c'est AREN 1970 qui dit les droits de propriété intellectuelle, ils font ça, etc. Le copyright, les droits d'auteur, c'est une partie de ces droits de propriété intellectuelle, de la propriété intellectuelle. Donc c'est une toute petite partie. Alors évidemment, le copyright, il est connu parce qu'il diffère du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Ce n'est pas la même chose. C'est la même loi, mais il protège ce que vous produisez, c'est bien, etc., etc. Et c'est différent de ce qu'on appelle les brevets. Ce n'est pas la même chose. Parce que les droits d'auteur, ils ont une particularité. Quand je crée quelque chose, n'importe, quand je décède, et j'attends 50 ans au Maroc, c'est la propriété de tout le monde. Alors, quand je fais les musiques, les chansons, ou quand je fais le film, même, sauf si on applique ce qu'on appelle des patentes, des brevets, et on paye des droits annuellement. Ils sont protégés, mais on génère des fonds. Mais automatiquement, si vous ne faites rien, quand on attend en France, je pense, 70 ans, l'œuvre devient, il tombe, on dit il tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. C'est là, elle a été certifiée, je pense qu'elle a été la première d'IELICESCO de la formation. Il tombe dans le domaine public. Et dans le domaine public, vous n'avez pas, vous ne demandez à personne quoi que ce soit. Vous servez, vous copiez, vous photocopiez, vous coupez, vous rajoutez, vous traduisez, vous faites ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle le public domain. Et le public domain est vraiment les droits d'auteur out, cher. Et le copyright, c'est le max. Et entre les deux, c'est ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les licences ouvertes. C'est des solutions pour contrecarrer ces difficultés. Ça veut dire ouvrir max, c'est pas bien, fermer max, c'est pas bien. On va se situer dans ce qu'on appelle le petit logo de tout à l'heure, les droits d'auteur. Et le droit d'auteur protège la forme. Il ne protège pas les idées que vous avez. Si vous partagez l'idée, quelqu'un la travaille, il l'utilise pour lui, il sera. Et on ne protège pas l'idée, on protège la forme. Comment ça a été fait? Voilà. Etc. Donc, là, c'est rapidement le domaine public, j'en passe, j'en ai. Voilà. Alors, historiquement, si on revient à les années 80, l'histoire a démarré avec ce qu'on appelle les logiciels ouverts. Les logiciels ouverts, c'était la tendance des années 1980-81. Ça a commencé par des logiciels. Après, aujourd'hui, on parle de tout qui peut être ouvert. Un bouquet de fleurs, n'importe quoi. Je produis quelque chose, un tableau, une peinture, un poème, je ne sais pas, un rapport scientifique, etc. Et une organisation internationale, à but non lucratif, c'est ce qu'on appelle Creative Commons, est venue pour régler. Parce que je sais que tous les étudiants, doctorants, utilisent des papiers dans l'Open Access sans se rendre compte de ce logo, qui est LCC, voilà, qui porte ces 4 acronymes. Voilà. Après. Je pense. C'est ça, qui porte ces acronymes. Chaque acronyme a une signification. Et il y a 4 petits acronymes qu'on peut combiner de 6 manières différentes. On peut les combiner. Donc chaque acronyme, le plus ouvert, c'est le premier. Le deuxième, c'est le plus ouvert, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez regarder, vous pouvez copier, vous pouvez utiliser, réutiliser, vous pouvez traduire, vous pouvez redistribuer, etc.
Le deuxième, c'est créé dans le cadre de la même licence. Le troisième, ne pas se faire de l'argent. C'est pas question de vendre, c'est-à-dire je ne veux pas faire quelque chose et demander un retour, d'accord, financier. Et puis le symbole légal, c'est le plus dangereux, ne pas modifier. C'est ce qu'on appelle les licences ouvertes. Bien évidemment, ce tableau vous donne ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Donc là où c'est validé, c'est etc. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que le plus important, c'est ce qui va venir. Et puis, qu'est-ce qu'on qualifie de ressources éducatives libres? C'est la partie en vert que vous avez. Ça veut dire les 4 acronymes plus le public domain. Bien évidemment, tout ce qui est domaine public, c'est ouvert. Et puis les quatre types de licences. CC BY, c'est l'attribution. CC BY Share Alike, ça veut dire c'est l'attribution plus vous devez partager dans les mêmes conditions. Ce sont des copyrights, ce sont des droits d'auteur, mais ce sont des droits d'auteur qui vous permettent de trébucher, de faire quelque chose. C'est très important. Avant, le C, vous ne pouvez pas toucher. Le domaine public, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'imitation. Et ces licences, ils restent quand même, ils vous encadrent. Ils vous disent, vous pouvez prendre et partager et modifier et mixer, vous pouvez mettre le son, vous pouvez changer le son d'une musique, mettre votre voix, etc. Vous pouvez passer de l'arabe à la mazir, de la mazir en français, en anglais, peu importe, en chinois, ça existe ce genre de choses. Et dorénavant, quand vous allez sortir de ces ateliers, vous allez regarder des logos et vous allez revenir sur Google ou sur la présentation, sur ce tableau qui était avant, qui vous explique exactement ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc c'était ça. Et donc voilà, il vous explique, voilà, le petit, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et vous les combinez de 6 manières. Alors, vous allez me dire, mais d'où on fait ça? Comment on fait ça? Eh bien, ça ne revient qu'à vous. Si vous êtes individuel, produisez pour vous, ça c'est très important, et ça revient à l'institution. Si l'institution décide, au niveau de son conseil d'administration, qui est le conseil d'université, de parce qu'il est dans l'ouvert, comme beaucoup d'universités l'ont fait, c'est une décision stratégique. Et si le ministère de l'enseignement décide aussi ça, c'est une décision stratégique. Et la stratégie, je pense le 22 octobre. Et la stratégie du Maroc sur les ressources éducatives est partie le 22 octobre. On est un pays parmi 173 qui ont ratifié la recommandation de l'UNESCO en 2019 à Paris. Et donc, on doit s'aligner tous les 4 ans. On doit rendre les comptes à l'UNESCO pour dire financement flawless de tout ce qui est ouverture. C'est très important. Donc, on a déclaré notre stratégie au niveau du Maroc en 2024, le 22 octobre 2024. Après, il y a eu le congrès, le sommet mondial sur les ressources éducatives libres à Dubaï, qui a sorti la recommandation qui était très impactée par l'intelligence artificielle, par l'éthique, et qui a bousculé tout ça. Et on appelle les ressources éducatives libres, et vous allez voir comment l'appellation change aujourd'hui après la conférence de Dubaï. Alors, rapidement, plein d'opportunités si vous adoptez les licences ouvertes. Accès élargi et équitable, réduction des coûts, adaptabilité, collaboration, innovation, qualité, pertinence, développement professionnel, transparence et responsabilité. Et là, on voit, vous terminez avec ça, c'est très important pour la transparence. Et beaucoup des défis qui restent, qu'est-ce que vous produisez? Quelle est la qualité des secours? Est-ce qu'il y a un comité de qualité? Est-ce qu'il y a une assurance qualité? Est-ce qu'il y a un comité d'éthique? Il y a tout un ensemble de choses auxquelles il faut faire. Est-ce qu'il y a l'interopérabilité entre les productions? La durabilité, la pérennisation, qui va financer la suite, qui prendra en charge la production? Il n'y a rien n'est gratuit, rien, il faut tout payer, il faut produire, il faut payer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend en charge. La sensibilisation, la reconnaissance de la crédibilité, je parle de la certification par exemple, la gestion des droits d'auteur, la contextualisation, etc. Alors, le deuxième point, c'est l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres. Ça aussi, je vais aller rapidement. Je termine dans 15 minutes, ça va? Très bien. Alors, l'éducation ouverte, etc. Voilà, c'est juste dire que quand nous, on a commencé à saisir les tests, c'était par la machine, c'était la dactylographie, et on passe jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous mettez devant une machine,
vous dictez, il vous rédige mieux que vous. Hein, il rédige, il rédige. Et maintenant, c'est à vous de sélectionner, de travailler. Donc, vous voyez, on a fait tout un pas. On est parti de la machine, PC, les cours enregistrés, les moyens technologiques, l'IT, etc. Le mobile learning, etc. Voilà. Alors, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les technologies éducatives ou l'apprentissage numérique ou électronique. Beaucoup de précurseurs et puis développement, renforcement des approches pédagogiques innovantes. On commence à s'adapter avec ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'éducation et on a été très impacté par la Covid. Parce qu'après la Covid, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas beaucoup de réserves et on est allé chercher là où il y avait les réserves parce que l'école était fermée, on devait faire avec, continuer l'année depuis mars jusqu'en juillet de cette manière. Alors l'éducation ouverte ou les ressources éducatives libres, c'est teaching, learning and research material in individual, digital or otherwise that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access. Use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions. Ça, c'est la définition 2019-2012. Après, il y avait la recommandation 2019 qui a mis les points beaucoup sur les licences ouvertes. Et aujourd'hui, le format peut être un apprentissage, un enseignement ou de la recherche scientifique. Les trois, ça peut être des ressources libres qui permettent l'utilisation, la réutilisation, l'adaptation, la révision et après la redistribution. Et on ne sont pas obligés de fabriquer tout. On peut aller chercher ce qui existe, l'adapter. Nous avons les licences qui nous protègent. C'est les petites icônes qui nous protègent. Et quand on a ces icônes qui nous protègent, je vais faire un cours, je ne sais pas, moi je dis quelque chose dans les sciences humaines de Ballarin, par exemple, je prends quelque chose qui est publié par Al-Azhar sous une licence ouverte. Et j'ajoute. Et ça devient avec votre production, mais vous faites ce qu'on appelle la traçabilité de la licence. Quand on prend la licence, on sait que ce produit, il a été conçu à Al-Azhar par professeur ou l'équipe telle, et ça a été réadapté par le nouveau professeur et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ce n'est pas du plagiat du tout. Et c'est la même chose pour les articles, c'est la même chose pour les données, c'est la même chose pour la recherche scientifique. Il faut vraiment travailler en respectant ces licences. Bien évidemment, aujourd'hui, tous les agendas mondiaux travaillent dans ce cadre, l'Europe, l'Afrique, on parle de l'inclusion, la Covid, un exemple, mais on peut avoir autre chose. Alors, les ressources éducatives libres, bon, j'ai placé la science ouverte, les licences ouvertes, le libre accès, les données ouvertes, etc. Ça, c'est l'open access et l'open data, évidemment, les deux derniers. Et ça fait partie du quatrième objectif du développement durable qui est dédié à l'éducation. Mais moi, j'ai toujours dit que ce sont plutôt les 16 autres objectifs. L'éducation, elle est au centre. Elle est liée à la pauvreté, objectif 1. Elle est liée à la solidarité, à l'employabilité, à l'équité, à l'égalité et à beaucoup de choses. À l'eau. On ne peut pas étudier et faire la recherche sur l'eau si on n'est pas dans l'éducation. Les programmes d'avant, c'est l'éducation. Donc, le 4, il est connecté pratiquement à l'eau. Donc, l'éducation ouverte ne veut pas dire l'éducation libre. L'éducation ouverte, et ça c'est le Sija Daim, l'éducation ouverte, ça veut dire libre d'accès, mais pas gratuit. Alors que les ressources éducatives libres, c'est gratuit et libre d'accès. Il y a une différence et une nuance entre libre et gratuit. Libre, c'est ouvert. Et gratuit, c'est free. Donc quand on passe de l'anglais au français, on n'a pas la même signification. On passe, il y a toutes des recherches sur The Battle of Open. The Battle of Open, c'est un bouquin comme ça, par David Whaley. Je vous conseille de lire, wow. Vous allez vous dire, c'est quoi ouvert, c'est quoi gratuit, parce que ouvert et gratuit, c'est deux mondes complètement différents. Alors, l'accès, la transparence, le libre partage, etc. Je passe tout ça, je passe encore, d'accord, etc. D'accord. Les formes, les usages,
Voilà. Ça, c'est important. Je ne m'arrête pas. Les ressources éducatives libres, ce sont des ressources, y compris les publications, bien évidemment, qui possèdent ces 5 caractéristiques. Conserver, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer. Moi, je pose la question, c'est quoi qui reste? Rien. Parce que c'est essentiel. C'est une ressource, c'est un article, ne respecte en open access Canada. Je parle bien évidemment de tout ce qui est ressources éducatives libres. Si on ne peut pas conserver, ou réutiliser, ou réviser, ou remixer, redistribuer, il ne reste rien. Et si il y a, c'est ce qu'on appelle les 5R. Retain, reuse, remix, revise, and redistribute. Le 5R, c'est le principe de Wiley. C'est le même auteur du Back of Open. Et donc, si on ne fait pas ça, on aura du mal à comprendre ce que ça veut dire l'éducation verte, les ressources éducatives libres, etc. Alors, je passe tout ça parce que le temps ne le permet pas. Il faut essayer quelques... Voilà, les ressources éducatives libres, les avantages pour les apprenants, les doctorants, les étudiants, pour les profs, pour l'institution et pour les éditeurs qui posent problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est les maisons d'édition qui refusent de s'ouvrir parce que c'est normal, c'est l'économie dedans. Ça, c'est des adresses où vous cherchez les règles. Et ça, c'est des répertoires aussi que vous allez trouver. Alors, le grand changement en rapport direct et lien avec le workshop, c'est le Digital Public Goods. Alors, 5 principes ou 5 points essentiels. D'abord, la recommandation de 2019 que j'ai citée demandait au gouvernement de produire tout ce qui est produit avec l'argent d'un gouvernement doit être partagé gratuitement. C'est pas librement. Ouvertement, plus que ça, doit être partagé gratuitement. 2. Évidemment, les choses changent avec les 10, l'intelligence artificielle et l'IA générative. Quand on parle de partager librement, gratuitement, partager quoi? Je partage des choses que je produis ou je partage des choses qui sont produites par autre chose ou sur des machines. Donc l'arrivée de l'IA a changé énormément la donnée. Et donc on va avoir des problèmes d'éthique à l'intérieur. Évidemment, dans la déclaration, ça c'est la déclaration de Dubaï de novembre 2024, il travaille aujourd'hui et aucune loi n'est encore sortie. Juste vous rassurer parce que depuis 2 ans qu'on parle, où ça en est. Énormément de comités d'éthique à travers le monde, mais rien n'a été. Parce qu'on dit, qui est produit par l'IA, est-ce que c'est la machine qui a le droit? Est-ce que c'est l'étudiant qui a... On a fait une expérience, un papier produit à 42 pages. Il a été accepté dans un Web of Science Peer. C'est dire. Francis et Tyler, ils ont retiré 73 000 en 2024 d'articles produits par l'IA. Publiés. Ils ont soutenu des thèses, ils ont fait des projets. 73 000 articles. Francis et Tyler, Google, ça fait scandale. Parce que même les reviewers étaient incapables de détecter. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe depuis quelques mois, pas beaucoup. On est en train de fabriquer des applications qui rendent ce que l'IA a généré comme ça a été généré par un humain. Vous l'utilisez, je pense. Et c'est encore l'IA fabrique l'auteur comme antidote. Donc vous générez et vous demandez à l'IA aussi de travailler pour rendre humain. C'est juste que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Alors, évidemment, qu'est-ce que la déclaration de Dubaï? Donc, il y avait 400 personnes, il y avait 100 nations, 100 pays, qui ont dit que, ok, on est, wow, Educational Resources, Open Science, on est d'accord, mais vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le 7e commitment des Nations Unies qui parle de la coopération dans le domaine de l'innovation de l'IA. Et on va, au lieu d'appeler les biens communs numériques, c'était Digital Common Goods. Et ils ont appelé ça, dans la déclaration, ils ont fait déclaration de Dubaï, ils ont appelé ça les Digital Public Goods. On en finit. Tout ce qui est produit aujourd'hui doit être partagé. Passons à autre chose. Faites de l'innovation, faites travailler vos têtes pour autre chose. Mais ce qui est produit, partagez-le libre et gratuit.
Donc on est passé de Digital Common Goods ou Digital Goods for the Common, je pense. En anglais, ça peut être quelque chose comme ça. Et digital. Là, il y a deux choses. Les biens numériques communs et les biens publics communs. Le bien commun numérique, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas gratuit. Les biens publics, c'est public, ça veut dire c'est à tout le monde. Donc on passe de l'Open Educational Resources à voir à l'intérieur de mettre quelque chose qui n'est en plus que commun et va être public. D'abord, on n'en parle pas. Tout ce qui est produit doit être partagé. Et la science ouverte va dans ce sens. Mais aujourd'hui, qu'on me dise, dans certains conseils, de refuser les articles de la science ouverte en open access, ça dépend. Il y a un article qui peut rester 4 ans, ou 2 ans, ou 1 an, mais c'est de l'open access. Ça. Et il y a beaucoup de journaux prédateurs auxquels il faut faire vraiment très attention. Vous payez votre argent dans le vide. Mais quelqu'un qui s'y connaît va rapidement analyser le papier, il va savoir son origine, il va le rejeter. Voilà. Parce qu'on est obligé de produire de la qualité, et même au niveau de certaines universités qui refusent que les thèses soient soutenues avec des surplus. Il faut absolument que ce soit un web of science, Q1, Q2. Ça existe. Il y a même des universités avec qui on travaille, dans l'IH du MIR, refusent qu'on a des projets de partenariat, ils refusent qu'on publie ensemble avec nos doctorants, leurs doctorants, des choses autres que web of science Q1. Et c'est vraiment tellement tout devient facile avec l'intelligence artificielle qu'ils mettent la barre très haut. Exactement. Et évidemment, ce qu'on appelle les digital public goods, maintenant ça devient les open source software. On a introduit il y a l'open data, l'open AI modèle doivent être ouverts comment? Ça veut dire tout ce qu'on va aller chercher. On va demander aux producteurs d'applications de n'aller chercher que ce qui est libre de droit. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Ce que vous prenez d'Internet n'est pas nécessairement ouvert. Par l'IA, je parle. Mais quand vous allez sur Internet et ressourcer, on voit que ce n'est pas ouvert. Parce que c'est automatiquement avec Opera. Mais avec l'IA, Gemini, peu importe, ou ChatGPT, ce n'est pas forcément ouvert. Donc aujourd'hui, comment demander aux entreprises de monter leur business en s'appuyant sur des données ouvertes? Il va falloir qu'ils payent ces données. J'ai dit, rien n'est gratuit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend en charge ce genre de choses. Et open standards et open content. Voilà. Et les considérations, je dirais, je m'arrête à ces 6 considérations. Les principes, l'éthique, renforcement de capacité, bien évidemment, la stratégie, on ne peut pas, les politiques, on ne peut pas passer les stratégies, il faut absolument avoir des stratégies au niveau top management, la coopération, la collaboration, la coopération, et il faut tout ce qu'on est en train de s'aligner avec les SDG, bien évidemment. Et je vous remercie pour votre attention. Juste vous dire que, avant de terminer, qu'il y a beaucoup de productions, dernier livre publié en 2024. Vous cherchez, c'est pas compliqué, sur l'IA, avec nos partenaires, bien évidemment, c'est un Springer, c'est un... Tiens, oui, bon, c'est un sens. Et je pense... This one is not off. This one is not off. Je lance la question aux jeunes. Vous pouvez publier vos articles sans être ouverts, ou vous ne payez rien. On s'en occupe, dit. On s'en occupe. Du début jusqu'à la fin. Vous signez le contrat. Mais c'est à vendre. Vous décidez d'aller dans l'open access et par livre, on paie 20 000 $. Et quelqu'un me dit que ce n'est pas accepté. C'est pas parce que c'est pire. Parce que vous payez l'éditeur. Vous ne payez pas les gens. Vous payez l'éditeur. Et l'éditeur, c'est le coût des reviewers, de la vérification de l'anglais, de la publication. Coaching. C'est à vous de choisir. Vous pouvez décider de lire votre article. Moi, en tant qu'étudiant, ce qui m'intéresse, c'est publier. Les autres aspects, je ne veux pas comprendre. Moi, en tant qu'étudiant. Maintenant, les universités aujourd'hui, dans beaucoup de régions dans le monde, ils payent l'étudiant pour publier. J'en ai fait avec les étudiants. Ils nous payent par tête, étudiants, auteurs, premier auteur, une somme d'argent. Et c'est au bon sens, ça, je parle pas d'autre chose. C'est juste. Donc c'est juste dire que
il y a tout le temps de choses sur Internet, et ça c'est la stratégie du Maroc sur les ressources éducatives libres, etc. Et puis il y a... Voilà, merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long. Very condensed, rich and very informative, and also technical, because you also touch upon some policies. And you traveled with us your journey from open access, the two extremes of open access to closed access, and what comes in between, which is open resource education. I have two things. First of all, could you please share with our students how can they have access to the master classes that you organize? They're very, very rich, very informative, great opportunities. Unfortunately, most of the students don't have access to them. And we're talking about open access. Most of the time, it's at the come very late to our institutions. So if you could please share with us that, the last year we have. Yes. So that's one thing. The other thing which I find very relevant to our the theme of the school this year is with all those things, all those conditions, and all those categories in publishing and copyright and all that. What does AI do when you ask them to synthesize a literature, for example? Does it take into consideration that this text has like the CC code? So that's the question of ethics that arises now. This is why I started, I will reply to your second question in English. This is why I started saying that the problem is not focused on this. The problem is being in AI era. The problem is in the license, the copyright offered. And the Dubai, the UNESCO Dubai, I will call it UNESCO Dubai Declaration, say that we have to stop with all these things. We have first to ask the AI applications or the producers to go and look inside what is first open. We cannot go to take information from everywhere without knowing from which sources. This is the question. That's not being done by AI. It exists, of course, but not all of them. AI in general is not taking information from open sources from everywhere and combine things. They have to tell you, and they send you the final. I will the summary of what the AI found. And you can look to the references, but you cannot check every reference if it's open or not open. And well, we have many kind and different licenses. I cannot go for every information. Maybe AI will take one point from a paper of 100 pages. Should I stay connected to look the paper is open or not open? And if it's open, if it's CC BY or CC share alike or CC BY share alike, no derivative, I cannot do that. This is the question from the beginning. Well, that's the ethical point now. This is the Dubai Declaration. They recommend government to push and to ask the world only inside the open sources. Let's see what the audience will accept questions. Question from and then to the coffee break. So, someone on this side? No? Yeah, just introduce yourself. I still have the first question. Anyway, I didn't forget. I don't have the question. Thank you so much for your presentation. I just wanted to remind him of the First question. Ok, I will. Ok. Vous n'avez rien à faire en fait. En fait, on a décidé de tenir en concertation avec 12 universités, 12 masterclass. La première masterclass, j'ai vu une collègue parmi vous, elle a fait les masterclass. Et les masterclass ont été à l'université de Mercedi pour accueillir, je pense, il me semble 65 participants. C'était la première, c'était génial. Ils ont organisé la première, on a eu 12 experts. Le principe est toujours quelqu'un de l'université de Genève connecté avec un prof au Maroc, etc. Les deux travaillent ensemble
pour gérer. Et ce sont des ateliers, ce sont des... Bon, c'est pas comme ça, c'est pas du tout disposé comme ça, c'est vraiment un peu de théorie, beaucoup de pratique et beaucoup d'évaluation, et puis tout le monde trouve son compte. La chaîne qui s'est prend en charge, et elle est créée pour gérer le masterclass. Donc, les experts sont volontaires. Les experts sont volontaires, ils viennent for free. On verra. J'ai l'université Ahmed Sadi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'université Ahmed Sadi? Ah, si. L'université Ahmed Sadi, j'ai vu. Oui. Oui, elle était dans les masterclass. C'est ça. Donc c'était les masterclass. Alors, ce qu'on a convenu avec le CED, c'est refaire une autre masterclass. Parce qu'on n'a pas pu. On ne peut pas. Il y a combien d'étudiants à Rabat? On ne peut pas. Donc, c'est maximum 100 étudiants. Donc, la première masterclass s'est déroulée en 2024. Et après, j'ai été contacté pour reconduire une autre. Voilà. Donc, elle aura lieu quand on aura fini. La deuxième, c'était à Rabat, la troisième, Marrakech, etc. Rabat, je suis chef. Rabat. Voilà un exemple. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Alors, Rabat, il y avait plus de 80 étudiants. Voilà. À Marrakech, il y avait 124 ou 125. C'était en juin, à l'occasion de la déclaration Marrakech, capitale de la culture. Les prochaines, c'est septembre, c'est décembre. Septembre, c'est Casa, décembre, Blinden. Et pratiquement 2-3 mois parce qu'on a du mal à gérer le chemin. Voilà, il faut s'inscrire tout simplement. L'appel, il part du CED. Énormément de personnes, on ne connaît pas les gens. Donc on écrit au vice-doyen, au vice-président, mais on les fait ici. Et si le plus représenté, c'est les étudiants de l'université. Les teachers. À la vallée. L'université Mohamed V. On peut aller pour une masterclass en début septembre, il n'y a pas de problème. On aimerait bien. Début septembre. Ça revient bien, ça revient comme des. We have to go to the break. Oh, yes. Yeah, go ahead. Okay. No, I just want to highlight how much I'm learning from this conference. In a lot of places around the world, all of the most knowledgeable people do not, stay in each other's presentations. And I think we need to really model that for our next generation. We never finish learning. Professor El-Durati is one of the best examples of that. She will stay and listen and learn. And I really appreciate the colleagues who are here. And to students, I just want to say one thing. You guys are building your house at a time when the foundation is shifting. As if you're building your house on very soft and shaky land. Be careful, it is your house. Don't think about the ethics guy, the professor, who has had a very wonderful, successful life. Don't think about this American person. Ignore it. Don't worry about what Professor Abdurrahman says. No problem. You guys will have to determine on what basis you're going to say, this is mine. This is not. This is real. This is fake. This is useful. This is fictional. This is harmful. This is moral. This is ethical. This is logical. These are the terms you have to write. And we are sorry, our generation is sorry that we are not only giving you the task of building the house of your research, scholarship, and social professional identity in society, we're also giving you a blank sheet and say there are no rules. Write them now. Write your own. And for that reason, this presentation
today is extremely important. There was something really missing in this conversation. It was to say, how was the idea of knowledge and knowledge economy created? What does it mean to create reliable, factual, cross-checkable, rigorous knowledge system? What happens if we pull the plug on the system? If we pull the rug on the system, and you have to play the game without the rules. These are the rules of the game. 3,000-year-old rules of the game. Right? If there is agriculture and you pull the irrigation system, what happens? If there is a community and you pull the rules of engagement, what happens? And I'm really grateful. If Europe is quite ahead. Morocco, I don't know how far ahead Morocco is. America is quite behind on many issues. And especially because the current political situation, it's going to be 10, 20, 50 years time. We don't know how many will be counting. But on one thing, there are some foundations that seem to be already built in the last 250 years. And one thing it is not about. The Copyright Office of the United States government has recently released a guidance on what intellectual property is in relation to AI. Please look it up. It says it is not enough to say I prompted a machine to create that paragraph that is not your paragraph. We will see case by case how much of thinking, labor, time, and energy is your own. If you submit something as a copyrighted material, if somebody takes your material and you sue them, when it comes to our office, we will only consider the amount of time, labor, intellectual energy that you invested. Prompting is not sufficient. Thank you very much, Professor. I have to apologize first because you should tell me that. Yes. No, because I didn't pay attention. Yes. Okay. I'm sorry. You tell him that during the break. So anyway. I take you for